Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Licenciée en droit et avocate, notre invitée de cette semaine a été conseillère communale à Schaerbeek. Elle a ensuite également siégé sur les bancs du Conseil régional et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis le début de la législature, elle est à la tête du gouvernement de la Commission communautaire française et à la région, elle est secrétaire d'État en charge de la transition économique. On reçoit l'écolo Barbara Tract. Bienvenue sur ce plateau, rejoignez-nous. Alors la semaine de la transition économique vient de commencer. C'est une semaine avec toute une série d'événements qui permettent en fait de mettre l'accent sur le développement, alors je cite, d'une économie capable de répondre aux défis environnementaux et sociaux. Alors à cette occasion, on est allé hier visiter une entreprise qui s'inscrit dans cette logique. On regarde ce reportage. Le pull essayé par cette cliente peut paraître banal, pourtant il ne l'est pas. Créé de A à Z par l'entreprise bruxelloise Horta, il a été produit entièrement en Europe, un fait bien plus rare qu'il n'y paraît. Ici, on a un assez bon exemple en fait de ce qu'on essaye de faire chez Horta, c'est les vêtements en viscose 100% européenne. Il faut savoir quand même qu'il n'y avait pas eu de viscose 100% européenne en Europe depuis les années 70 avant qu'on recommence à monter une chaîne de production. Ça va vraiment de l'agriculture jusqu'à la confection finale. Les chaussures, t-shirts ou autres portefeuilles ont tous un point en commun. Ils ont des vertus éco-responsables dans un secteur ultra polluant, sans faire trop de mal aux portefeuilles pour autant. On voulait en fait des vêtements qui soient accessibles. Et, des vêtements accessibles et responsables à la fois, ça n'existait pas. Ou bien on était dans la fast fashion, ou bien on était dans le luxe. Et c'était l'objectif d'Horta, de justement éviter de devenir une marque responsable élitiste. Mis à l'honneur lors de la Shifting Economy Week, Horta est situé dans un magasin à Saint-Gilles. Si ce projet a vu le jour, c'est aussi grâce à la région bruxelloise. Pour apporter du soutien, des aides sont proposées sous différentes formes. Voilà, c'était un reportage de Gilles Joanneau, Thibaut Romens et Pierre Delmé. Alors pour le pull qu'on a vu, il faut compter une centaine d'euros à l'achat. Quel est le type d'aide dont une entreprise comme ça a pu bénéficier ? Donc, il y a différentes manières, effectivement, d'aider ce type d'entreprise et de faire en sorte que des entreprises qui sont vertueuses comme celle-là offrent effectivement des biens qui soient accessibles. C'est ça l'enjeu. Alors, on peut les aider soit au niveau bruxellois en les accompagnant, en leur donnant des conseils, en leur indiquant si leur business plan est conforme à ce que peuvent attendre la clientèle. On peut les aider aussi en indiquant quel est le meilleur quartier pour s'établir, donc leur donner des conseils de l'accompagnement. On peut les aider financièrement avec des primes à l'investissement. On peut les aider dans l'innovation aussi. Ils réfléchissent au type de matériaux, de matières qu'ils utilisent, par exemple. On peut les aider aussi. Il y a des primes pour cela. Ou bien entrer dans leur capital, donc dans des financements. Ou bien on peut les aider à s'établir à Bruxelles. Ce sont les aides dont on dispose à Bruxelles pour aider des entreprises, toutes les entreprises, mais en particulier celles comme celle-ci qui sont des entreprises de la transition. Oui, l'entreprise de l'habillement, c'est un secteur à enjeu, c'est quelque chose d'assez symbolique ? Oui. Totalement. Vraiment, la question du textile, de la mode, elle est au cœur des enjeux que l'économie connaît aujourd'hui, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux avec les pollutions que ça peut générer, des enjeux sociaux aussi. La grande majorité des vêtements, hélas, qui sont vendus aujourd'hui sont issus de la fast fashion et produits dans des conditions qui sont totalement inacceptables par des femmes, des enfants à l'autre bout de la planète. Il y a d'ailleurs en ce moment même des grandes grèves au Bangladesh, dans ces pays qui produisent la majorité des vêtements qu'on porte, donc dans des conditions sociales qui ne sont pas acceptables, des enjeux de santé également. Donc vraiment la question de la mode qui concerne tout le monde, tous les jours, a un grand impact. Alors, on en parlait, on est en pleine semaine de la transition économique. Ça vise qui cette semaine ? Alors ça vise les citoyens pour faire connaître cette transition économique, absolument. Donc en fait, en consommant, on est aussi un acteur de changement. Donc on veut faire connaître aux citoyennes et aux citoyens, aux Bruxelloises et aux Bruxellois, qu'il y a en région de Bruxelles-Capitale des entreprises qui sont engagées et que consommer auprès d'elles, acheter leurs biens, c'est aussi participer à préserver l'environnement et à augmenter les droits sociaux. Et puis on veut se faire connaître auprès des entreprises. On a vraiment un panel d'aide et de soutien pour que les entreprises s'inscrivent dans cette transition. Ce qui est vraiment chouette cette année, c'est qu'on l'organise avec les entreprises elles-mêmes, avec les représentants des entreprises, Bessie, la Chambre de commerce, avec l'UCM, avec l'UNISO. On est vraiment tous des partenaires ensemble pour aider les entreprises bruxelloises à s'inscrire dans l'économie de demain. Voilà, et il y a un site internet qui permet de voir un petit peu les rencontres, les conférences qui parlent de cette semaine. On le voit qui s'affiche à l'écran. Voilà. Alors,
on a des questions. On a évidemment plein de questions sur cette transition. On va rejoindre Aline Waldorf, qui va nous parler des aides. Oui, tout d'abord, l'internaute Pierre-François s'interroge par rapport au gouvernement qui propose d'aider les entreprises en transition économique. S'agit-il encore vraiment d'aide ou cherche-t-on simplement à récompenser les entreprises qui répondent à la doctrine du moment? N'y a-t-il pas là un conflit d'intérêts? Et finalement, n'exclut-on pas une part importante du monde économique? Voilà. Est-ce qu'on choisit les gens qui sont dans le créneau qui nous intéressent quand on est écolo, par exemple? Mais on est vraiment dans une transition. Notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises bruxelloises à s'adapter. Parce que l'économie de demain, elle sera décarbonée, elle sera plus respectueuse de l'environnement. Bon, nous, c'est un souhait. On souhaite être rapide, on souhaite être les premiers. On souhaite que les entreprises bruxelloises soient les premières sur la balle et saisissent les opportunités pour ne pas être à la traîne, pour ne pas subir ces changements. Mais de toute façon, ces changements vont arriver. Et donc, nous, on est là pour les accompagner, les financer, les héberger pour qu'elles soient les premières à saisir les opportunités de la transition. Alors, il se demande, est-ce qu'on n'exclut pas une partie importante du monde économique? On se souvient que sous l'ancienne législature, il y avait un ministre de l'économie. Vous êtes la première ministre de la transition économique. Donc, c'est un poste qui s'est transformé. Est-ce qu'il y a des entreprises dont vous ne vous occupez plus? Donc on veut aider vraiment tout le monde. Le but, ce n'est pas de détruire l'économie existante pour créer une nouvelle, mais c'est d'amener l'économie existante à se remettre en question et à changer ses pratiques pour être plus respectueuse de l'environnement et des droits sociaux. Donc on s'adresse toujours à tout le monde. Et petit à petit, on va augmenter les aides pour celles qui s'inscrivent dans la transition. Et en 2030, nous n'aiderons plus que celles qui se sont inscrites dans la transition. Mais donc on est dans une période de transition, de transformation, où on va aider les entreprises existantes toutes à se transformer. Est-ce qu'il y a une grille comme ça avec des critères auxquels il faut répondre pour bénéficier de certains types d'aides? Oui, donc on commence à les établir conjointement avec les entreprises. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide dans mon cabinet, dans notre coin. C'est quelque chose qu'on discute avec les partenaires sociaux, avec l'UCM, avec l'UNISO, avec des représentants, avec Bessie, avec des représentants de ces entreprises. On veut faire en sorte que cette transition soit réelle. Donc on ne veut pas faire du greenwashing. On veut qu'il y ait des vrais efforts pour l'environnement et les droits sociaux, mais qu'elle soit aussi accessible. Donc on va se fonder sur des labels existants, sur des pratiques existantes. On va aller voir les entreprises là où elles sont. Ce sera une approche qui est en fait aussi sur mesure. Alors, on a d'autres questions. On va retrouver Aline Waldorf sur le modèle économique derrière tout cela. Deux internautes réagissent. D'abord François qui se demande sur quel modèle on est et vers quel modèle on va. Et Artienne qui souhaite savoir si vous croyez encore au donut. Voilà, alors le donut à la sauce bruxelloise, est-ce qu'on y croit encore et qu'est-ce que c'est? Donc la théorie du donut, c'est une théorie. Donc c'est une théorie économique. Une théorie économique, absolument, dont on s'est inspiré. La difficulté, si vous voulez, dans l'économie classique, c'est que les théories classiques de l'économie ne tiennent pas compte des impacts sociaux et environnementaux. Peu importe, on produit, puis on consomme et puis on jette. Voilà. Et peu importe qui produit, à l'autre bout de la planète, les conditions sociales, etc., peu importe l'impact environnemental tant qu'on consomme, globalement. Avec la théorie du donut, on arrive à évaluer l'économie en tenant compte aussi de ses impacts sociaux et environnementaux. Donc cette théorie nous a inspirés, puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il faut faire en sorte que le système économique respecte l'environnement et respecte les droits sociaux. On s'en est inspiré pour l'adapter aux outils économiques régionaux. Et vous y croyez encore? Oui, absolument, j'y crois encore. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une nécessité. L'économie de demain sera décarbonée. Je veux dire, même pour ceux qui sont climato-sceptiques, c'est comme ça. L'économie de demain sera décarbonée. Et on doit être les premiers à saisir ces opportunités-là. Alors, vu de l'extérieur, quand on voit souvent les exemples que la région propose, on a l'impression que c'est toujours des toutes petites entreprises. Est-ce que ce modèle s'applique aussi aux grosses structures? Absolument. Ça s'applique aussi aux grosses structures. Bon, l'économie bruxelloise, globalement, ce sont des très petites structures et donc c'est normal qu'on mette ça en avant. Et c'est l'économie tout à fait réelle, avec des personnes qui travaillent énormément tous les jours, beaucoup d'indépendants, etc. Mais bien sûr que la théorie du donut ou les outils économiques régionaux s'appliquent aussi à des grandes entreprises. On a par exemple des grandes entreprises pharmaceutiques à Bruxelles, cotées en bourse, qui appliquent la théorie du donut à leur mode de fonctionnement. Alors, puisqu'on parle des petites entreprises, des indépendants, on va parler de ce vote intéressant qui a eu la semaine dernière à la quasi-unanimité en commission au Parlement bruxellois qui vise la simplification de l'accès à la profession. Jusqu'ici, quand on n'avait pas fait d'études supérieures, on devait avoir une sorte de diplôme sur des compétences de base en gestion. À partir de 2024, ça s'est terminé. Oui. Pourquoi est-ce qu'on supprime ça? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec plus de faillites? Non, en fait,
On pensait, quand il a été décidé d'instaurer cet examen, qu'instaurer effectivement cet examen, ça allait aider à avoir de meilleures compétences et à éviter la faillite. Mais ce n'est pas le cas. Toutes les études le montrent. Dans les autres États qui ont abonné ce type d'examen, il n'y a pas eu ensuite plus davantage de faillite. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Ça n'aidait pas particulièrement à avoir de meilleures compétences. Donc c'était important, effectivement, de supprimer cette barrière à l'entrepreneuriat, pour des raisons économiques, pour avoir plus d'activité, plus de dynamisme entrepreneurial, mais aussi pour des raisons sociales. Parce qu'il y a tellement de personnes pour lesquelles cet examen était un obstacle. Ici, on veut faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, et singulièrement de personnes qui ont des compétences et qui, par le passé, ne pouvaient pas y accéder à cause de cet examen. Donc on peut être un bon entrepreneur sans réussir un test de ce type-là? Absolument. Par contre, il y a toujours des formations, donc ceux et celles qui le souhaitent, de manière volontaire, mais on a augmenté les aides pour eux pour obtenir effectivement des compétences entrepreneuriales, managériales, de comptabilité, etc., qui sont tout de même bien utiles quand on se lance dans une activité économique. Ouais. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre type d'activité qui va être particulièrement favorisé par cette modification? Ça peut être tout type d'activité, vraiment, voilà, tout type d'activité économique indépendante. Mais il y avait des activités particulières pour lesquelles il y avait encore un examen en plus, donc, comme les pédicures, les masseurs, les techniciens dentaires, etc., où là aussi les examens n'étaient pas très utiles. Par ailleurs, ces examens n'existent plus, ni en Wallonie, ni en Flandre, et là aussi on va les supprimer. Ouais. Et comme ça, il n'y a plus de concurrence non plus entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Alors, on va enchaîner avec un thème dont on a déjà beaucoup parlé, c'est celui du Palais du Midi. Vous vous souvenez, pour construire le métro 3, on s'est retrouvé face à un obstacle. Il a été décidé de démonter ce Palais du Midi. Seulement, voilà, dans le Palais du Midi, il y a toute une série de commerces. On a appris que la région avait prévu un budget pour 2024 pour aider ces commerçants. On regarde ce reportage d'Ameline Delvaux, Gauthier Flao et Paul Bourrière. Mohamed répète les mêmes gestes chaque jour. Nettoyer, préparer ses tables. Mais les clients se font rares. Installé dans l'avenue de Stalingrad, son café a une vue directe sur le chantier du métro. Ici, comme vous voyez, à l'intérieur, il n'y a personne. Donc je travaille pour un salaire entre 600 et 700 euros par mois. Et je travaille de 5h jusqu'à 15h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi. Donc un jour, je veux baisser le rideau et partir, quoi. J'ai pas le choix. Depuis 2 ans, il subit la situation et comme les 31 autres commerçants du Palais du Midi, il devra quitter les lieux pour permettre le démontage du bâtiment, une phase liée aux travaux du métro. 12 millions d'euros d'indemnités sont débloqués par le gouvernement bruxellois. Ces millions iront aux commerçants du Palais, délogés qui verront leur activité suspendue pendant les travaux, mais ils iront aussi à ceux qui se retrouvent aux alentours. Noureddine espère que l'investissement de tous sera valorisé. On a convaincu qu'il fallait des règles pour tous les commerçants, pour qu'ils puissent être indemnisés en fonction de critères objectifs. C'est un quartier familial, c'est un quartier où des générations ont travaillé dur pendant des années. Ces indemnités représentent en tout cas une lueur d'espoir pour l'avenir, pour ces familles qui se cachent derrière les devantures. Qu'ils vont indemniser les commerçants, je vais sortir direct, je vais aller voir ailleurs, je vais chercher le travail. Les travaux du Palais du Midi devraient démarrer en 2025. Les indemnités, elles, seront versées l'an prochain. Voilà, une trentaine de commerces dans le Palais, puis les commerces autour, ça fait à peu près combien de commerces concernés? Ça peut être, donc il y a évidemment tous ceux qui sont dans le Palais du Midi, et puis autour, ça va un petit peu dépendre de là où les travaux auront de l'emprise. Je ne veux pas vous dire un chiffre exact parce que je veux qu'on puisse toucher tout le monde. Et donc en fonction de l'évolution des travaux, on touchera l'ensemble des commerçants des rues concernées. Oui, parce que ce budget arrive maintenant parce qu'on sait qu'on va démolir le Palais, mais ça fait des années que les commerçants du coin se plaignent vraiment de la situation. Oui, mais donc ici sont des budgets nouveaux qui sont débloqués en lien avec les nouveaux travaux qu'on a dû décider au niveau du gouvernement bruxellois. Il y a une série des budgets qui concernent effectivement le Palais du Midi et les commerçants du Palais du Midi et qui seront normalement versés effectivement l'année prochaine. Mais pour les nuisances du quartier, il y aura, parce que ces travaux vont très probablement durer longtemps, il y aura encore des indemnités qui vont devoir s'étaler sur les années qui vont... toute la durée des travaux, en fait. Oui, ça, c'est le prochain gouvernement qui devra le décider. On voit, ce monsieur nous disait, lui, il va partir, là, la coupe est pleine. Est-ce qu'on incite ces gens à se relocaliser définitivement ailleurs ou on les invite à revenir après? Et est-ce qu'on ne va pas aller vers une évolution complète du quartier après les travaux? Mais moi, je pense que c'est un quartier qui a une âme. Des personnes y ont investi, ils y vivent ou ils y ont investi leur commerce depuis des années. Pour nous, c'est important et nous l'avons demandé au niveau du gouvernement bruxellois qu'à l'avenir, ils aient la priorité pour s'y réinstaller s'ils le souhaitent. Mais donc, avec les budgets qu'on a débloqués, on va leur donner en fait le choix.
Ceux et celles qui sont dans le palais du Midi aujourd'hui, ils recevront une indemnité pour rupture de leur contrat, de la location du commerce qu'ils occupaient, et puis une valorisation de leur fonds de commerce, et puis après, ils auront le choix. Alors, ce qui se passe du côté du Palais du Midi a fait penser à nos téléspectateurs et internautes à ce qui s'est passé du côté du piétonnier. On va rejoindre Aline Waldors une fois de plus. Oui, Serge et Charles reparlent du piétonnier. En effet, Serge se demande si on a accompagné les commerçants du centre face à ce changement imposé. Et Charles s'interroge sur la façon de concilier votre mission de relance économique et le fait que le piétonnier est, selon ses mots, détruit des commerces du centre-ville. Dans la même logique, il ajoute qu'il y a une volonté de créer un semi-piétonnier sur l'avenue Louise. Il rappelle que les commerces de luxe présents sur cette avenue rapportent de l'argent à l'État et à la région. Encore une fois, elle s'inquiète de la possibilité que cela fasse fuir les commerces. Selon lui, il est incohérent de supposer que les personnes ayant les moyens de faire leurs achats sur l'avenue Louise viendront en vélo. Voilà, alors c'est plusieurs problématiques différentes, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? On pourrait dire qu'il y a un espace public qui est en transition, comme l'économie. Comment est-ce qu'on accompagne ces commerces qui étaient sur place avant avec cette modification de ce qui se passe sur le terrain? Il y a vraiment diverses manières de les accompagner. On peut analyser avec eux quelle est leur offre, leur business model au regard de la population qui continue de venir dans ces quartiers-là. On comptabilise par exemple le nombre de personnes qui traversent par exemple le piétonnier. Les chiffres aujourd'hui sur le piétonnier du centre-ville sont très bons. Le nombre de personnes qui sont en fait au centre-ville tous les jours et qui sont des clients potentiels est toujours très très élevé. Mais il y a une longue traversée du désert avant. Il y a eu pendant les travaux, oui, et avant les travaux, il y a des travaux, et donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi autour du Palais du Midi. Effectivement, pendant les travaux, il y a une traversée du désert, comme vous dites, qu'il faut accompagner. C'est pour ça qu'on dégage des sommes. Et donc, on peut les accompagner pour leur donner des conseils. On peut les accompagner aussi pour se réorienter. On peut les accompagner quand ils s'installent. On peut les accompagner quand ils transmettent leur entreprise. Il y a vraiment plein d'outils au niveau régional, des coachings, une série d'outils qui peuvent être activés pour aider les commerçants d'un quartier donné à faire face à des changements d'habitude de la consommation. Et sur le piétonnier, la région était intervenue auprès des commerces? Donc, c'est difficile à dire parce que c'était avant moi. Et que par ailleurs, la politique commerciale, c'est plutôt une politique qui est exercée par la ville, en l'occurrence, ou par les communes. Mais en tout cas, toutes ces aides que je viens de vous citer, elles existaient à l'époque. Et donc, j'imagine que ceux et celles qui souhaitaient l'activer pouvaient le faire. Alors, on va abandonner un peu vos casquettes ministérielles et simplement se centrer sur vous parce que vous êtes écolo et que écolo, ça interpelle certains de nos spectateurs vu l'actualité du moment. Carlos rappelle que depuis mars 2022, la Flandre alerte les ministres francophones de la pollution au PFAS des eaux wallonnes qui sont importées en Flandre via Halle. Il se demande pourquoi, en tant qu'écolo, vous n'avez rien dit. Voilà, alors on attendait une hyper-vigilance d'écolo, c'est un petit peu ça que nous disent les téléspectateurs. Hier, Céline Tellier, la ministre wallonne de l'Environnement écolo, s'est excusée auprès de ceux qui se sont sentis floués. Quelle est votre réaction en écolo par rapport à ça? Moi, je voudrais d'abord dire rassurer les Bruxelloises et les Bruxellois sur les contrôles qui sont effectués sur l'eau à Bruxelles. L'eau potable à Bruxelles, elle est de bonne qualité. Il n'y a jamais eu de dépassement des normes relatives à ces polluants qui sont les PFAS, des futures normes, puisqu'en fait, il n'y a pas de normes qui existent aujourd'hui. C'est la première chose que je voudrais dire aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, que l'eau à Bruxelles est sans danger. Ici, ce qui interpelle, c'est que l'information n'a pas très bien circulé, qu'on n'a pas prévenu les gens. Et c'est ça que nous disent les spectateurs en disant on comptait sur vous pour être vigilants par rapport à ça. Et là, quelque part, l'information a manqué. Donc, ma collègue, Madame Tellier, s'est expliquée effectivement longuement, tant au Parlement que dans les médias. C'est quelqu'un qui ne vient pas en fait, du monde politique. C'est quelqu'un dont le combat de base est un combat pour l'environnement, pour la santé, et pour lutter contre les pollutions. Et elle a reconnu qu'il y a eu un défaut de vigilance ou bien un problème de communication tant dans son administration que même dans son cabinet, qui a fait en sorte que des warnings, des signaux qui auraient dû être levés ne l'ont pas été. Je pense qu'elle l'a reconnu de manière extrêmement transparente. Elle ne doit pas démissionner par rapport à ça, parce qu'on l'a vu dans d'autres cas. Elle l'a reconnu de manière totalement transparente. Je pense qu'il y a un des éléments, c'est qu'il n'y a pas de normes en réalité, il n'y a pas encore de normes en réalité. Moi, je lui fais confiance pour résoudre ce problème et faire en sorte surtout qu'à l'avenir,
on termine ces pollutions. Parce qu'en fait, le problème de base, c'est que ces pollutions existent. Donc, elles ont des conséquences effectivement sur la qualité de l'eau, pas seulement sur la qualité de l'eau. Les PFAS sont hélas très présents aussi dans les pesticides par exemple, ou bien dans des biens qu'on utilise tous les jours, comme dans des matériaux qu'on utilise dans les cuisines. Madame Tellier a vraiment un combat très fort pour faire en sorte que les PFAS, qu'on interdise totalement les PFAS. Alors, on va passer à un dernier dossier, là, qui est plus personnel. Actuellement, au niveau des assises de Bruxelles, se déroule un procès assez long de 2 personnes qui sont poursuivies dans le cadre du génocide au Rwanda et qui sont accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ça se passait en 1994. Ces personnes sont arrivées ensuite en Belgique. Ce procès se tourne en Belgique. Si je vous en parle, c'est parce que vous avez des proches qui ont été concernés par ce génocide. C'est important pour la communauté rwandaise que ça se passe dans notre pays? Oui, c'est important, je pense, pour la communauté rwandaise, effectivement, mais c'est aussi important, je pense, pour nous toutes et tous. Et pour l'humanité, globalement, on est devant des crimes qui sont extrêmement graves, des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sont tellement graves qu'ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on pourra toujours poursuivre leurs auteurs. Il n'y a pas un moment où ces crimes sont prescrits. Sont des personnes qui ont trouvé effectivement refuge en Belgique. Alors, en 2000... 6 ans après le génocide, la Belgique s'était excusée. Et parmi ce à quoi elle s'était engagée en s'excusant, il y avait aussi le fait de faire en sorte que les auteurs du génocide qui avaient trouvé refuge en Belgique soient jugés. Et donc il y a eu plusieurs procès à la suite, toujours ici en cour d'assises de Bruxelles. Et il y en a un nouveau aujourd'hui. C'est important pour l'humanité. Quand on dit plus jamais ça, ça veut dire aussi juger des faits comme cela. Et je pense que je suis particulièrement fière, moi, comme Belge, parce que Belge d'origine rwandaise, mais comme Belge tout simplement, qu'on participe aussi à l'écriture de l'histoire de cette manière-là. Voilà, même si c'est 30 ans après les faits. Absolument. Et bien, il s'agit de crimes tellement graves que je pense qu'effectivement, l'histoire s'inscrit aussi à travers la justice. Eh bien, je vous remercie pour cette réaction. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau et vous de nous avoir suivis et envoyé vos questions. Voilà, le prochain rendez-vous politique, ce sera dans Les Experts demain avec Marina J et Vincent De Wolf. Bon week-end à tous.